Je vais demander à Pierre Costa, qui est professeur d'urologie à Nîmes et qui a monté un système de réseau justement en urologie dans sa région et qui, en plus de sa expérience de chef de pôle, de venir nous parler justement de choses qui viennent du terrain. Mon cher Pierre. Cher François, merci beaucoup pour votre invitation. Je viens d'entendre qu'il faut que les choses partent de nous. Eh bien, c'est très bien. Parce que nous, chirurgiens, c'est souvent ce que nous pensons. Il nous arrive de rappeler à nos tutelles que si on a créé les hôpitaux, c'est pour soigner les patients. Donc il faut que les soignants puissent travailler. Et que le rôle des tutelles, c'est de donner les moyens aux soignants de travailler. On n'a pas inventé les hôpitaux pour inventer les tutelles ou les directeurs. On a demandé aux directeurs de venir nous aider parce que l'organisation des hôpitaux devenait trop difficile, trop compliquée, que nous avions besoin d'aide. Donc nous sommes dans un système dans lequel nous devons nous respecter mutuellement et travailler ensemble aux soins que nous apportons aux soins. Après, je vais vous dire, quand on est un jeune médecin et qu'on veut faire un peu de recherche, qu'on va être à un hôpital universitaire, on se rend compte très vite que quand on a une idée, on n'est pas le seul à l'avoir. Quand on veut publier, il ne faut pas trop tarder parce que sinon il y a une autre équipe à un autre endroit du monde qui publie la même chose que vous avant vous. La deuxième chose dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on avance, lorsqu'on évolue, et que l'on pense avancer tout seul, eh bien parfois on évolue et on avance dans une pensée qui vient d'autres. Et j'ai entendu ce matin que notre GHT finalement, il a été pensé avant, et moi je me suis inscrit dans une démarche qui a été réfléchie et pensée par d'autres. Ça c'est rassurant. Je me dis souvent que si on est plusieurs à penser la même chose, on a moins de chances de se tromper. Ce n'est pas une vérité absolue, mais ça peut servir. Alors, je vais arriver à mon histoire. Et je vais vous faire remonter le temps de 22 ans. Nous étions en 95, je venais d'être nommé BUPH, et je fais partie d'une UFR qui s'appelle Montpellier-Nîmes. C'est une seule particularité en France. Nous sommes les seuls. Une seule fac de médecine, 2 CHU. Bon. 2 CHU, avec une assemblée des enseignants très disproportionnée. Il y a 120 ou 130 PUPH à Montpellier, il y en a 35 ou 36 à Nîmes. Bon. Ça vous laisse penser que pour qu'une décision soit prise à la fac de médecine vraiment en faveur de Nîmes, il faut que les dossiers aient été très bien travaillés, parce que sinon, la plupart du temps, si on doit être conservateur, on est toujours conservateur en faveur de Montpellier. Alors Montpellier, un grand CHU que vous connaissez tous, qui a ses lettres de noblesse et une très grande histoire. Première université encore ouverte dans le monde, puisque Napoléon a fermé notre concurrente italienne quand il est passé. À côté de nous, avec 52 km d'autoroute. Donc dans les bons moments, 30 minutes. Donc il est clair pour tout le monde ici, et surtout pour ceux qui organisent la santé et qui réfléchissent, que les 2 CHU doivent travailler ensemble. C'est une évidence. Bon. Si vous veniez faire un audit sur l'état des relations et du travail entre Montpellier et Nîmes, vous auriez beaucoup de désappointements. Pourquoi ? Parce que entre les nécessités et les intelligences, il y a toujours le facteur humain. Et le facteur humain est prépondérant. À côté de Nîmes et vers le nord, 2 hôpitaux, 2 centres hospitaliers, Alès et Bagnols-sur-Cèze, d'une distance d'environ 40 minutes en voiture, avec moins quand la 4 voies est terminée, etc. Mais ces 2 hôpitaux faisant partie du Gard, du territoire. À ce propos, je vais vous dire, j'ai un regret par rapport au GHT. Le GHT, pour moi, est une innovation considérable. Je soutiens absolument la création du GHT, et je suis tout à fait prêt à en discuter et à en débattre. Mais j'ai un regret, c'est que le législateur ne se soit pas posé la question de revoir un peu la carte. Par exemple, l'hôpital d'Arles, qui est à 10 minutes en voiture du CHU de Nîmes. Tous les patients viennent à Nîmes. Il nous faut passer par un adossement de l'hôpital d'Arles, GHT du CHU de Nîmes, pour pouvoir travailler avec Arles, parce que Arles doit être dans le GHT de Marseille. Mais aucun patient ne va à Marseille, d'Arles. Sauf si Marseille offre un soin que Nîmes n'offre pas. Il faut se mettre à la place des patients. D'un côté, vous avez 10 minutes d'autoroute et vous arrivez dans un CHU petit et vous savez où vous allez. De l'autre côté, vous avez plus d'1 heure et des embouteillages parfois monstrueux. Et vous arrivez dans un grand centre hospitalier, disséminé sur plusieurs endroits. Enfin bon, je ne vous fais pas l'histoire. Notre législateur n'a pas saisi l'occasion du GHT pour réfléchir à la réalité de terrain. Par contre, il a ouvert la possibilité d'adossement, donc tout n'est pas fermé. Maintenant,
vous êtes à ma place. Et vous êtes chef de service d'un tout petit service, un PUPH, 2 PH, un assistant, 2 internes. Et vous vous dites comment je fais? Comment je fais pour développer mon activité, la pérenniser? Comment je fais pour rendre service aux patients? Je vais revenir là-dessus. Je crois profondément qu'on avance et on ne travaille que si les relations sont gagnant-gagnant. C'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure, avec un peu de tristesse, le fait que si un centre hospitalier, à certains moments, joue le jeu, il va se mettre en difficulté financière. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut y réfléchir. Bon. Comment favoriser les activités de recours? Comment développer les expertises? En clair, ça veut dire comment être attractif pour les jeunes. Il faut que des jeunes médecins acceptent de rester dans votre équipe. Comment être crédible pour son administration, pour qu'elle vous donne des moyens pour vous développer, nouveaux locaux, nouveaux matériels, etc. Comment se faire connaître sur le plan national et international pour avoir des études, des participations au congrès, pour pouvoir publier dans de bonnes conditions. Quand vous réfléchissez à tout ça, il y a 22 ans, quelles sont les réponses que vous pouvez apporter? La première, c'est je vais développer mon activité libérale. Je vais faire beaucoup de privé. Et comme ça, il y a plein de gens qui vont venir. Ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne réponse à l'intérieur d'un centre hospitalier universitaire. Ce n'est pas une bonne réponse par rapport à l'accessibilité des soins à tous. Ce n'est pas une bonne réponse au niveau de l'éthique et de la justice. Il est tout à fait cohérent et logique d'avoir un peu d'activité libérale, mais ça ne doit pas être le centre de l'activité d'un centre hospitalier public. Donc la deuxième réponse, c'est le réseau public-public. Ça, c'est une bonne réponse. Apprendre à travailler ensemble. Apprendre à se mettre en lien. Quelle était mon idée du réseau? Comment je me suis, moi, imaginé le réseau? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Pour moi, le réseau public-public, il y a 22 ans, c'était ça. Quelle que soit la porte d'entrée dans le réseau, le patient est pris en charge et il sera soigné au bon endroit avec les moyens adaptés. Je refuse l'idée qu'un patient, pour être bien soigné, doive connaître le bon médecin, doive téléphoner pour savoir qui je dois voir. Ça n'est pas éthique, ça n'est pas acceptable pour un système de soins comme le nôtre. C'est à nous d'organiser les soins, et chaque patient doit avoir la même chance d'efficience et de résultat, quelle que soit la porte d'entrée. À partir de là, ça signifie quoi? Gradation des soins, parcours patient, et je vais insister dessus, temps médicaux partagés. Pourquoi je vais insister là-dessus? Parce que quel est l'écueil du facteur humain? Moi, je suis chef de service, je forme un chef de clinique, et je lui dis, je voudrais que tu ailles travailler à l'hôpital d'Alès, à 100%. Il me dit, pardon? Vous ne m'aimez pas. Je vous ai déçu. Pourquoi vous ne me gardez pas dans votre équipe? Pourquoi vous me mettez en périphérie où il n'y a rien? Ni moyens techniques, ni machin, ni truc, et je vais faire que de la petite chirurgie. Et lui, vous allez le garder? Bon. La seule réponse, et c'est un point fondamental pour les GHT, c'est le temps médical partagé. C'est aussi une excellente réponse pour les patients, parce que quelle est l'inquiétude du patient? Est-ce que mon chirurgien est compétent? Si je me fais opérer là, est-ce que je serai bien opéré? Alors que si je vais à côté, dans une structure plus importante, ou si je vais en privé, je vais être mieux opéré. Donc l'inquiétude du patient aussi, c'est la compétence des professionnels de santé. Comment répondons-nous à cette compétence avec une demande permanente de formation, de remise à niveau, de technologie? Eh bien, ça doit être les mêmes médecins qui travaillent dans tous les établissements. C'est le temps médical partagé qui est la solution. En plus, ça répond à l'organisation des permanences et des continuités de soins, et ça répond au problème de la démographie médicale. Pourquoi? Parce qu'on s'en occupe tous. Moi, chef d'équipe universitaire, connaissant les internes, je me préoccupe de l'urologue qui va travailler à l'Est ou à Bagnoles. Et donc, je recrute, je forme. Je ne laisse pas le centre hospitalier périphérique tout seul, démerde-toi pour trouver un chirurgien qui va vouloir venir chez toi. C'est très compliqué avec la concurrence que nous vivons, nous, centre public, par rapport aux établissements privés, qui ont quand même beaucoup d'avantages, même si j'ai bien entendu, ils ont des inquiétudes, mais nous allons en discuter, je suis tout à fait d'accord pour en parler. Alors, le concept fondateur, c'est que tous les chirurgiens urologues font partie de la même équipe, sont considérés de la même façon, avec les mêmes droits et ont accès à tout. Quand on fait une réunion de service, l'hôpital qui est temps partagé entre Alès et Nîmes, il est à la réunion de service et il s'exprime, parce qu'il fait partie de l'équipe. Il a un bureau au CHU. Il consulte au CHU, il opère au CHU, il a accès au robot. Ça, c'est le concept fondamental. C'est la notion d'équipe territoriale.
Je l'ai fait il y a 22 ans. Aujourd'hui, c'est la demande principale du GHT. C'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de créer des équipes territoriales. Nous l'avons en urologie depuis plus de 20 ans. Comment ça s'est fait? Je suis allé voir mon président de CME. Il m'a dit, bah, si tu veux, pourquoi pas. Je suis allé voir mon DG. Il m'a dit, je ne peux pas vous aider, mais vous avez ma permission. J'ai pris rendez-vous à l'ARH. C'était la grande époque, c'était l'ARH, c'était pas l'ARS. C'était une bonne époque parce que les ARH étaient quand même plus disponibles pour les chefs de service que ne le sont les ARS aujourd'hui. Eh bien, pardon, c'était Gratto. Monsieur Gratto, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Monsieur Costa, les postes de péage, j'en donne plus, sauf pour les réseaux. Mais monsieur, je suis venu voir pour ça. Il me dit, ça veut dire que je veux bien vous donner un poste pour Nîmes, un poste pour Alès, un poste pour Bagnoles, mais vous les inscrirez dans le réseau. Ils ne seront accessibles que dans le réseau et le praticien devra travailler en réseau. J'ai dit, c'est parfait. Ensuite, je suis allé rencontrer les présidents de CME et directeurs généraux d'Alès et de Bagnoles. L'un était positif, celui de Bagnoles, l'autre m'a dit pourquoi pas, mais pas très positif, et je suis allé devant les CME. À Bagnoles, j'ai eu oui. À Alès, mes confrères m'ont écouté et ils m'ont dit non, tu viens faire ton marché. Je leur ai dit pardon. Vous n'avez plus d'urologie. Vous avez un chirurgien urologue à mi-temps qui travaille plus en privé qu'en public, qui ne fait rien parce qu'il ne sait plus faire grand-chose, et qui dans 2 ans sera à la retraite. En quoi ma proposition vous gêne-t-elle? Je viens vous dire, je vais vous donner des chirurgiens jeunes, motivés, formés, qui vont travailler avec nous, et vous allez de nouveau avoir de l'activité chez vous. Non, tu viens faire ton marché. 1 an après, ils ont dit oui. Et c'est comme ça que ça commence. Mais nous avons dû signer une convention interhospitalière. Il a fallu que j'écrive les actes que je souhaitais faire en périphérie et faire au CHU. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans le projet médical partagé des GHT. Nous nous sommes mis autour d'une table et nous avons écrit ce que nous souhaitons faire là, dans le cadre du réseau. Voilà, parce qu'un projet médical partagé, ça doit aller jusqu'à ce détail, sinon ça ne fonctionnera pas. Maintenant, quelles sont les limitations? Le facteur humain. Un péage partagé, 3 jours par semaine dans un hôpital périphérique, 2 jours au CHU, ça ne suffit pas. Le centre hospitalier est demandeur de plus. Qui est là quand il n'y a personne? Qui s'occupe? Bon. Donc un péage tout seul, ça ne suffit pas. Ils se sont débordés, ils se sont harcelés. C'est angoissant de travailler sur 2 sites. On a toujours l'impression qu'on a besoin de vous dans le site où on n'est pas. Alors moins pour le CHU, puisqu'on est plus nombreux, mais beaucoup pour le centre hospitalier. Donc quand il opère quelqu'un et que le lendemain il est au CHU, qui s'occupe de son malade le lendemain? Donc il a fallu étoffer les équipes. Il a fallu apporter éventuellement d'autres PH et surtout apporter des assistants. Mais pour apporter des assistants, comme l'urologie est un desk, eh bien il a fallu, je pense, d'abord à faire accréditer les hôpitaux périphériques. C'est un point que l'on a aujourd'hui encore dans les GHT. Pour les desks, si l'on veut avoir des postes d'assistants partagés qui sont soutenus aujourd'hui par les ARS, il faut que les services soient accrédités. Donc il faut que les chefs d'équipe se posent la question de l'accréditation en amont. Alors ensuite, il y a d'autres limitations. Les personnels soignants, on n'avait rien puisqu'il n'y avait plus d'activité. Les matériels, mon Dieu, quand les jeunes sont arrivés, ils ont dit que je ne peux pas opérer avec ça, il n'y a rien. Et ça date de Mathusalem. Des locaux, quels locaux de consultation, comment on fait, où est-ce qu'on fait une cystoscopie? Bon, vous savez comme moi, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la France, mais quand on a commencé à développer la chirurgie ambulatoire, certains établissements ont cru qu'ils pourraient gagner plus d'argent en mettant en ambulatoire au bloc les gestes techniques qui n'avaient absolument pas besoin d'y être, comme la cystoscopie par exemple. Bon, c'était une erreur grave, parce qu'au bout d'un moment, l'assistance publique est venue contrôler, elle a tapé, elle a demandé de rembourser, et finalement, bon, ils ont tout perdu. Il faut avoir des consultations très modernes, avec du personnel et des matériels. Au fil du temps quand même, on transfère les compétences, on transfère les technologies. Alors, je suis au dernier. À partir de là, les équipes médicales se sont modifiées. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, mais le réseau s'est renforcé. Et il s'étend, je vous ai parlé d'art, et nous commençons à travailler avec le bas de la vallée du Rhône. Nîmes a proposé à son ARS de signer la première CHT de la région Languedoc-Roussillon, et Nîmes vient d'envoyer son projet médical partagé. Je ne suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de GHT en France qui ont déjà envoyé leur projet médical partagé à leur ARS. Nous l'avons fait. Le réseau d'urologie a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'il a rassuré tout le monde. Parce que quand je discute avec l'interniste ou avec le neurologue des hôpitaux périphériques et qu'il y a l'urologue qui travaille avec moi à côté et qu'il sait que ça fonctionne et qu'il sait que ça marche et que c'est une relation gagnant-gagnant et que ce n'est pas une relation qui est faite uniquement pour attirer tout vers le CHU,
ça fonctionne. Alors, pour finir, je vais vous dire un credo. Le réseau public-public, c'est une des réponses fortes aux difficultés d'organisation des soins. C'est une des réponses. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des réponses. Elle est beaucoup plus efficiente et pragmatique que le développement des activités communes, publiques, privées. Laissez-moi dire ce que j'entends par là. Je ne suis pas en train de dire que s'il y a des activités communes, des liens entre le privé qui fonctionnent, il faut les faire disparaître, pas du tout. Mais quand on nous impose absolument de travailler ensemble dans un même établissement, et je le vis à Nîmes avec deux exemples, pourquoi? Pour optimiser les plateaux techniques. Par exemple, vous avez des appareils de radiothérapie, eh bien vous donnez l'autorisation de renouveler les appareils de radiothérapie, mais à condition que le public et le privé travaillent ensemble, c'est-à-dire que vous avez des radiothérapeutes privés et des radiothérapeutes publics qui travaillent dans le même bâtiment sur les mêmes appareils, mais avec des équipes différentes, avec des salaires différents, avec des organisations de paiement différentes. Bon, ça crée beaucoup de problèmes. Vraiment beaucoup de problèmes dans la vie de tous les jours, et on peut en être. Donc, il est certainement indispensable de développer les réseaux publics-publics. C'est une nécessité. Il faut bien sûr travailler avec le privé, c'est une nécessité. Dans mon équipe, les urologues privés consultent et opèrent. Donc, nous ne sommes pas du tout séparés. Mais il faut bien comprendre que tant que nous aurons des systèmes de paiement différents, nous ne pouvons pas nous mélanger complètement parce qu'il y a des difficultés quotidiennes. Nous avons besoin que les pouvoirs publics ne limitent pas leur action simplement à baisser la tarification chaque année. C'est une façon de gérer et d'organiser les soins que l'on peut qualifier au minimum de primaire, au maximum de limité, voire d'imbécile. Il faut s'arrêter maintenant de baisser la tarification chaque année comme ça. Il faut apporter d'autres réponses et d'autres réflexions à la gestion du système de santé, parce que sinon, nous n'allons plus pouvoir, même si nous sommes d'accord, il y a aux urgences peut-être des patients qui ne vont pas avoir, il faut décharger les hôpitaux, mais ça va mettre du temps pour faire tout ça. Alors que la tarification chaque année, c'est tous les jours que nous la vivons. Quand Madame la Ministre augmente les salaires des médecins, c'est très bien pour les médecins, pour qu'ils restent à l'hôpital public. Quand elle augmente l'indice des points des soignants, c'est très bien, c'est bien que nos infirmières, nos infirmiers gagnent plus. Mais quand en même temps elle baisse la tarification, eh bien elle y va un peu fort et un peu vite. Donc nous espérons vraiment que nos politiques vont commencer à réfléchir un peu différemment à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie.